Alain Pitous, François-Xavier Chauchat, bonjour. Bonjour Vincent. Alors Alain Pitous, je le rappelle, vous êtes directeur général de Talence Gestion et François-Xavier Chauchat, eh bien, vous êtes économiste chez Dorval Asset Management et membre du comité d'investissement. Alors messieurs, on connaît maintenant les deux finalistes de la présidentielle 2017, il s'agit de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, et la réaction des marchés est sans ambiguïté, ils votent Macron, ils estiment qu'il l'emportera au second tour et que cela lève une hypothèque politique qui pesait sur la zone euro. Si Marine Le Pen l'emportait, évidemment, il y aurait un risque d'éclatement. Cette hypothèse et cette hypothèque semblent écartées à leurs yeux. Alors, ma question, elle est double. Est-ce que la réaction qu'ils ont eue, assez euphorique lors de la journée de lundi, avec une hausse de plus de 4% du CAC 40, nous donne la direction des mois qui viennent pour les actions françaises, mais les actions européennes également, ou les marchés ne vont-ils pas un petit peu vite en besogne en écartant le risque politique, sachant qu'il y aura un troisième tour avec des législatives dont on n'est pas du tout sûr de l'issue? Alain Pitous. Alors, déjà, la semaine dernière, avant l'élection, les marchés avaient semblé donner un peu de crédit aux sondages. Et effectivement, ces sondages se sont vérifiés. Donc, comme un seul homme, avec les sondages qu'il y a eu depuis un paquet de temps sur Macron-Le Pen, qui sont testés quand même, c'est une hypothèse qui est testée quand même depuis un moment, avec des reports de voix qu'on imagine. Donc, les marchés jouent cette réalité des sondages pendant 15 jours. Donc, je crois que le marché a voté et se dit ça va se faire comme ça. Alors après, la réaction du marché instantanée dans la nuit et le matin du lundi, où en fait le marché est venu se caler directement sur les 4 et quelques % de hausse, et après on n'a plus bougé de là. On a fait un énorme volume, hein. Hier ça a été colossal, on a fait près de 8 milliards je crois, donc sur le lundi, le lendemain d'élection. Donc effectivement, la décote que le marché français subissait en supplément par rapport même aux autres marchés européens, a été comblé. A été pour une large partie comblé. Donc moi, ma traduction par rapport à ça, c'est que le marché français ne se distinguera pas trop dans les semaines qui viennent du marché européen au sens large. Et on revient dans une situation où on est tributaire de ce qui peut se passer aux États-Unis, de ce qui peut se passer sur l'économie, etc. Et en fait, ce qu'on constate depuis 3-4 mois maintenant, c'est que les données macroéconomiques sont plutôt en amélioration. On n'est plus très loin d'avoir un cercle vertueux qui se met en place avec investissement des entreprises, chiffre d'affaires en croissance, résultats en croissance, emploi, consommation. Donc on n'est plus très loin de ça, on n'y est pas encore parce que c'est encore très mou et il y a des disparités assez importantes. Mais les marchés se disent, bon, c'est ce qui va se passer. On voit des résultats d'entreprise et des annonces qui sont plutôt pas mauvaises. Donc ça ouvre un peu de possibilités, sachant qu'on a déjà monté de pratiquement 10% depuis le début de l'année avec 4% le lundi. Donc, Vous adhérez à ce scénario, François-Xavier? Moi j'irais plus loin, je pense que le cercle vertueux dont parle Alain, on y est tout à fait. Déjà, la croissance européenne s'élargit à des zones qu'on croyait inatteignables, l'économie française par exemple, mais aussi l'économie italienne, qui en particulier dans l'industrie aujourd'hui se redresse. Aujourd'hui, pour donner quand même une idée du contexte de ces élections, on a de la croissance partout dans le monde, on a de la croissance quasiment partout en Europe, la Grèce est la seule exception, et nous avons des entreprises cotées en Europe dont les profits par action croissent d'environ 11% par an. Vous avez 55% des sociétés cotées en Europe qui ont plus de 10% de croissance des bénéfices par action. Donc on est dans un contexte extrêmement favorable. Et en plus de cela, les conditions monétaires extrêmement accommodantes. La hausse des taux longs qui a eu lieu en novembre-décembre s'est arrêtée. Donc vraiment, c'est un contexte fantastique pour les actions. Non, mais ça veut dire que les actions européennes ont un boulevard devant elles? Non, ça veut dire que la seule chose qui empêchait le marché de monter davantage, ce sont les élections françaises. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette réaction des marchés. Pourquoi? Parce que ce qui était en jeu avec ces élections, et ce qui est toujours en jeu, c'est bien la continuation ou non de l'ancrage européen, de la politique économique et de la monnaie française. Donc il est tout à fait logique qu'il y ait ce soulagement. Chez Dorval Asset Management, nous avions mesuré la prime du risque politique sur les actions européennes à environ 10-15% par rapport à Wall Street. Il y a un peu moins de la moitié de cette prime qui a été effacée avec le premier tour. Donc ça veut dire qu'il reste un potentiel. Il reste encore un potentiel absolument de l'ordre de 7-8% par rapport à Wall Street. Là, on parle de la prime politique. Oui. De la prime de risque politique. Prime de risque politique, absolument.
Vous évaluez également cette prime dans, Ouais, dans le même ordre d'idée? C'est un peu la même chose avec l'idée aussi, nous on est carrément à penser qu'il y a même carrément une surcote aux États-Unis, un peu exagérée probablement. Donc effectivement, la zone euro pourrait être avec des performances encore 7-8% à gagner. Probablement pas en ligne droite, mais enfin probablement quand même 7-8%. Après, il y a un point, vous évoquiez tout à l'heure le troisième tour, avec les élections législatives et peut-être un pays difficilement gouvernable. J'ai l'impression que pour les investisseurs, c'est pas trop un problème. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un président, si c'est bien, encore une fois, on est encore avec des hypothèses, hein, avec un Macron élu qui est pro-européen, pro-business, avec des mesures annoncées qui sont quand même assez favorables. Il y en a quand même un certain nombre qui devraient passer pas trop difficilement. On peut le penser. Enfin, après, voilà, on verra si c'est vraiment un blocage qu'il a dans l'Assemblée. Mais s'il n'y a pas vraiment un blocage, il y a quand même un paquet de choses qui peuvent être faites assez simplement. Donc le troisième tour, il est très loin pour les investisseurs. Il n'est pas palpable. Donc le risque, il est probablement pas là. Effectivement, je pense qu'on a éliminé une bonne partie du risque politique, qui était un risque systémique pour la zone euro, ce qui est dramatique quand même, hein. On n'y est plus, donc bon. Alors je reviens juste, on va passer aux autres risques, parce qu'il faut tout de même les évoquer, parce que le monde n'est pas sans risque, sans péril, même si apparemment cette hypothèque politique concernant la zone euro semble levée aujourd'hui. Mais vous parlez d'un potentiel d'appréciation pour les actions européennes de l'ordre de 7 à 8%, mais vous semblez le lier justement à la dissipation de cette prime de risque politique. Est-ce que, compte tenu du fait qu'on voit un cercle vertueux se mettre en place, ce potentiel peut être supérieur ou pas? Tout à fait, absolument, oui, bien sûr. C'est-à-dire 7-8%, là je parle de la différence de ce qu'on appelle le PER, hein, entre le PER européen et le PER américain. Donc en admettant que Wall Street soit relativement stable, disons, on a 7-8% encore à gagner sur l'Europe, sur la diminution de la prime de risque, plus la croissance des profits, qui est en train d'être extrêmement fort. Donc je pense que dans certains secteurs de la cote, alors c'est là où il faut savoir comment jouer tout ça. Oui, parce que vous ne vous référez pas aux indices. Non, voilà, c'est vraiment la façon de jouer tout ça. C'est-à-dire que si on s'expose avec aux sociétés qui sont les plus sensibles à cette reprise, on peut faire plutôt 10-15% de hausse. Donc, en revanche, si on garde dans les portefeuilles les sociétés qui sont plutôt liées à une croissance visible, un peu comme des obligations, si vous voulez, des sociétés de rendement, là, on risque de sous-performer. Donc la façon dont on alloue le portefeuille à l'intérieur du marché action européen va rester tout à fait important pour la performance. Vous avez le même positionnement? Ouais, on est en phase là-dessus. Effectivement, on a quand même gardé, depuis un moment maintenant, un biais cyclique, hein, pour appeler les choses clairement, dans nos portefeuilles. Alors ponctuellement, on avait pris quelques bénéfices sur des banques. On n'était pas revenu dans la période un petit peu chahutée qu'il y a eu ces derniers temps. Le rebond, là, nous fait plaisir, parce qu'on en a quand même gardé, mais on n'a pas renforcé massivement. Donc on est sur un peu la même idée, effectivement. Alors après, tout dépend du type d'investissement qu'on a. C'est vrai que dans un fonds action, on peut se permettre ce genre de choses, ces arbitrages qui sont sur des valeurs qui ont pu traverser des périodes difficiles, hein. Les cycliques ont souffert pendant un très long moment, donc il faut pouvoir acheter ce type de valeurs. Dans des gestions sous mandat, où le client voit passer les opérations, même chose, on n'a pas fait d'opération la semaine avant les élections, on n'a pas renforcé le risque dans les portefeuilles, et on est sur des portefeuilles qui sont quand même beaucoup plus diversifiés, avec parfois effectivement des valeurs qui n'ont pas des performances exceptionnelles, mais qui sur 10 ou 15 ans, avec leur croissance, nous permettent d'avoir de très bons résultats. Mais on est sur la même logique avec plutôt les cycliques. Plutôt des cycliques. Oui, plutôt des cycliques, parce que tout simplement le cycle est bon en zone euro, donc et il y a un potentiel encore aujourd'hui, et on l'a vu, les écarts de performance peuvent être considérables, hein. C'est-à-dire qu'on a vu la période septembre-décembre l'année dernière où il y a eu une rotation massive. Alors, on n'anticipe plus des rotations comme ça, mais enfin en tout cas on pense qu'il y a un petit potentiel supplémentaire sur les cycliques. Alors Alain, vous m'avez fourni un peu par provision ma transition, puisque vous avez évoqué la surcote du marché américain. Alors je ne voudrais pas aborder la question américaine sous l'angle purement de la valorisation, mais d'un certain nombre de phénomènes qu'on est en train d'observer, qui sont aujourd'hui des bruits bas, mais qui pourraient se transmuer en signaux un peu négatifs. On a une amorce de normalisation, je dis bien une amorce de normalisation de la politique monétaire aux États-Unis. On n'en est qu'au début, mais il semble qu'on ait déjà des incidences sur certains segments de la consommation, au niveau des cartes de crédit, notamment, avec une augmentation des taux de défaut. On voit des incidences également sur les ventes automobiles. Est-ce que la normalisation qui est en cours et qui devrait
à écouter la Fed se poursuivre, à un rythme mesuré mais se poursuivre, ne risque pas de provoquer un ralentissement dans une économie américaine qui n'a plus les taux de croissance d'il y a 10 ans? D'abord, cette histoire de fin de cycle aux États-Unis qu'on traîne comme rumeur ou comme angoisse sur les marchés depuis plusieurs années maintenant, en fait, elle peut se juger à travers des indicateurs simples. Toutes les récessions américaines depuis la Deuxième Guerre mondiale ont été précédées d'une inversion de la courbe des taux. Donc, c'est-à-dire une situation où les taux courts sont supérieurs aux taux longs. Toutes sans exception. Aujourd'hui, on a un écart assez confortable. Les taux longs sont à peu près 100-150 points au-dessus des taux courts. Les conditions financières se resserrent un petit peu, vous l'avez noté. C'est normal à ce stade du cycle. Mais il n'y a pas, je crois, à angoisser plus les gens là-dessus. Maintenant, la grande incertitude aux États-Unis, c'est plutôt de savoir à quel point les conditions budgétaires vont être relaxées. Et là, il y a pas mal d'incertitudes. Il y a beaucoup d'incertitudes. Simplement, on sait que ça va être positif. Voilà. Donc, on ne pense pas que M. Trump et le Congrès républicain vont resserrer le budget. On sait qu'ils vont baisser les impôts. On ne sait pas de combien. Aujourd'hui, ce qui se dessine, pour simplifier, c'est un Trump light. C'est-à-dire exactement ce qu'on veut. Un Trump qui va vouloir exiger du Congrès des baisses d'impôts. Le Congrès va freiner un peu sur certains aspects. Et à ce stade du cycle, justement, aux États-Unis, on n'a pas du tout besoin, alors qu'on est presque en plein emploi, d'une grande relance budgétaire. Donc je crois que le signal qui nous vient des États-Unis depuis plusieurs mois est extrêmement positif. On a un Trump light qui fait quelques mesures protectionnistes, mais vraiment presque misérables, je dirais, heureusement. Une baisse des impôts qui se souligne, mais qui va être modérée, et c'est exactement ce qu'on veut. Alors c'est ce que vous voulez, mais en même temps, et là je reboucle sur la valorisation des marchés américains, parce que les marchés ont acheté une histoire d'une ampleur bien plus grande que celle qui se présente. Ça, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Non, après... Alors vous allez expliquer pourquoi, mais j'ai l'impression que les entreprises américaines continuent à faire de la croissance, donc de manière assez importante, même pour une fois avec des résultats d'entreprises qui ont l'air de s'annoncer largement au-dessus de ce qu'on pensait et positifs. C'est la première fois depuis un paquet de temps qu'on a des résultats d'entreprises qui sont aussi positifs. Donc je dirais que les niveaux de marché actuels... avec les résultats actuels, ça va. Je veux dire, on est sur des niveaux de valorisation un peu élevés, enfin un tout petit poil élevé probablement. Après, il pourrait y avoir un petit coup de boost effectivement si on a le budget qui est un peu expansionniste, une baisse d'impôts, des événements comme ça qui sont pro-business, des régulations qui permettent un petit peu de respirer à certains secteurs. On pourrait encore faire un petit pas. Après. On est, alors peut-être pas en fin de cycle, mais on sent que sur le plan boursier, ça devient plus dur d'aller chercher des 15 ou 20% de hausse. D'ailleurs, ça fait un moment que le marché américain ne le fait plus, quoi. Donc, c'est un marché qui est bien payé, qui laisse de la place à l'ensemble de l'économie mondiale et aux autres marchés pour on n'est pas continuer. En excès. Non, après, il y a aussi un point, et je pensais que vous alliez dire ça, c'était donc il y a la courbe des taux, et puis il y a des déséquilibres qui annoncent des récessions. Là, il y a des bruits bas, comme vous évoquiez, mais on n'est pas sur des déséquilibres massifs comme on avait pu connaître au moment des subprimes, des choses comme ça, ou avec la bulle techno, qui était vraiment avec des aberrations sur le plan immobilier, etc. Là, on n'est pas là, donc il y a encore un peu de place. Après, c'est vrai que Trump fait beaucoup de bruit, ça fait 100 jours qu'il est là. En réalité, on serait bien en peine d'énumérer des vraies actions prises parce qu'il est confronté à des considérations budgétaires qui sont relativement insolubles, donc qui ne peuvent pas permettre des grands coups de barre comme ceux qui ont été évoqués. Donc, ce que vous dites au final, Alain, c'est que, et aussi comme François-Xavier, c'est qu'il n'y a pas un vrai risque sur les États-Unis aujourd'hui? Vous ne le voyez pas, en tout cas? Non. Il y a peut-être, de la part des investisseurs, une petite surcote politique. On est toujours en train de penser que c'est le havre de paix, de sécurité, ce qui est probablement pas vrai par rapport aux autres pays du monde. Si on regarde la zone euro, on est peut-être finalement moins en risque politique que les États-Unis. Mais je dirais qu'à ce stade, avec les annonces faites, encore une fois, qui permettent d'attendre à chaque fois, c'est-à-dire que le lendemain de l'Obamacare qui échoue, enfin de son changement de l'Obamacare qui échoue, ils annoncent des mesures fiscales pour dans les mois qui viennent et qui ont suffi pour tenir le marché.
Donc on va être encore dans cet esprit-là parce que c'est très important. C'est-à-dire que si on baisse les impôts aux États-Unis de la manière dont ils veulent les baisser, les résultats par action s'améliorent quand même très considérablement par une opération simple, donc sans parler de business. Donc avec un dollar qui est resté relativement stable, on est dans une situation avec des taux qui restent bas, qui est correcte. Plutôt confortable. Voilà. Alors François-Xavier, vous réagissiez tout à l'heure à une hypothèse que je formulais, c'est que les marchés avaient attendu plus. Non, je pense pas. Vraiment, le mythe des Trump trades est un mythe. C'est-à-dire que ça a duré quelques semaines après l'élection, mais ça s'est vite écroulé. On le voit à travers, par exemple, les sociétés qui payent le plus d'impôts, qui ont beaucoup monté parce qu'on se disait que les impôts allaient baisser. Eh bien, ces sociétés sont revenues même plus bas en relatif que ce qu'elles étaient avant Trump. De la même façon, quand Trump a été élu, le Trump trade, c'était vendre les pays émergents. Au bout de 3 semaines, c'était fini, il fallait absolument les acheter après. Donc il n'y a plus cet effet Trump. Ce qui règne sur les marchés, ce n'est pas Trump, c'est le cycle économique. Et le cycle économique mondial, depuis l'été dernier, est en forte hausse. Pour la première fois depuis les Lehman Brothers, nous avons une croissance économique mondiale sans trou. La croissance est partout. Et c'est ça que Wall Street a aussi fêté, parce que beaucoup des résultats des sociétés américaines viennent d'ailleurs. Alors du coup, si on reste sur les risques, mais très brièvement, est-ce que vous en voyez se dessiner ou pas, qui pourrait faire dérailler cette croissance qui semble, pour le moment, sur de bons rails? Non, pour dérailler la croissance, il faut vraiment beaucoup de chocs, parce qu'elle est vraiment très très bien engagée. Ce qui pourrait faire déraper les marchés, en revanche, c'est l'euphorie. C'est ça le risque. Alors, je pense que le premier point, c'est quand même, c'est vrai que Wall Street est cher. Il ne faut quand même pas se voiler la face. Wall Street est cher. On peut prendre toutes les mesures qu'on veut. Et c'est un peu comme on dit price for the best. C'est vraiment pour le meilleur des mondes. Donc ça, c'est objectivement, c'est vrai. Deuxièmement, il est possible, c'est quelque part ce que je nous souhaite, que si les élections se passent correctement dans les pays européens, qu'il n'y a pas de parti anti-euro qui arrive au pouvoir, on ait aussi un grand afflux de capitaux en Europe du fait de la qualité du secteur corporate, d'un secteur corporate qui est désormais capable d'engranger les bénéfices de la reprise. Et là, on pourrait avoir effectivement des phénomènes d'euphorie qui soit nous mènent à des corrections sévères, soit à un marché haussier, qui reste haussier, mais très volatile, avec des grands à-coups comme on a connu dans les années 90. Donc c'est plutôt ce dont je me méfierais, c'est plus l'euphorie boursière que d'une croissance économique qui pourrait tout d'un coup s'écrouler. Même crainte Non, alors, oui, enfin, c'est effectivement à un moment donné de retour de la volatilité, cette mauvaise volatilité qui peut arriver à un moment donné, ça c'est tout à fait possible, je souscris à ça. Moi je dirais il y a quand même un risque que je vois arriver, alors un peu dans vos signaux faibles évoqués tout à l'heure, c'est ce qui se passe en Chine. Donc la Chine, comme on l'évoquait, dans l'environnement global mondial, avec un FMI qui revoit ses perspectives de croissance pour 2017-2018, chose qui n'avait pas été faite en positif depuis plus de 3 ans. Donc on est avec un environnement qui est globalement favorable, avec aucun trou, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec une zone sinistrée. Et bien dans cette ambiance-là, depuis quelques jours maintenant, et moi je l'observe sur les matières premières, malgré de la consommation importante de matières premières de la part de la Chine, on est avec des matières premières qui ont tendance à reculer, avec un pétrole qui est pas terrible. La semaine dernière, on a un pétrole qui a baissé de 5-6% et qui ne se redresse toujours pas. Alors cette chose-là, si ça arrive, ça casse complètement l'idée de reprise économique qu'on a en tête. Je ne suis pas d'accord. Et c'est bien, on va sortir les polochons. On est avec une inflation qui repart et des anticipations qui étaient reparties d'abord avec les matières premières, et en se disant c'est en train d'arriver par ailleurs, et en réalité les chiffres d'inflation ne sont pas terribles. Et si on cassait cette chose-là à ce moment du cycle, et on se retrouvait avec un trade complètement cassé. C'est-à-dire qu'on était avec des taux qui remontaient un petit peu, qui ont arrêté de remonter. Bon, voilà. Alors on peut... le biais politique qui a été enlevé pourrait être un petit peu tiré par le bas par cette interrogation sur l'inflation et les matières premières. Voilà, c'est un bruit faible qu'il me faut regarder, je pense, alors qu'on n'y est pas encore aujourd'hui. Oui, j'ai une interprétation très différente et très positive de ce qui se passe sur les matières premières. Premièrement, sur le pétrole, c'est un marché désormais qui est régulé par le producteur marginal, qui est aux États-Unis. Au niveau de 55-60 $, il y a une énorme incitation à produire. Donc si on est régulé par l'offre
eh bien, l'offre et la demande s'équilibrent par l'offre, donc on n'a pas à s'émouvoir d'une stabilisation des prix du pétrole à des niveaux bien plus bas qu'il y a 3-4 ans, donc ça c'est très positif pour l'économie mondiale, au contraire. Et deuxièmement, si en même temps ça nous permet au taux long, dont je voyais un des risques pour cette année, c'est la hausse des taux longs, eh bien, le fait que cette hausse se soit arrêtée est extrêmement positif aussi pour l'économie mondiale. Ça enlève justement un des risques au scénario. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un phénomène qui va se poursuivre, de désancrage par rapport au pessimisme sur la croissance mondiale qui a été accumulé depuis 8 ans. Et il faudra attendre encore pas mal de temps pour que cet optimisme s'installe. Bon, messieurs, merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. En tout cas, on a bien retenu qu'il fallait tout de même plutôt investir en actions et actions européennes. Merci à tous les deux. Merci. Merci.